Laurent Puech, Laurent, tu, tu- tu connais bien le travail social puisque tu as été longtemps président de l'ANAS, tu es toi-même assistant de service social de formation. Aujourd'hui, tu as un blog sur le secret professionnel et tu es formateur, tu accompagnes un certain nombre de travailleurs sociaux en formation et d'autres organisations et tu travailles beaucoup sur cette question, entre autres, du lien aux médias, travail social médias. Tu as fait tout un travail d'ailleurs sur l'analyse des chiffres, tu vas nous en parler tout à l'heure. Mais avant de parler de cela, pourquoi c'est compliqué, si compliqué pour le travail social et les employeurs de parler de la protection de l'enfance, journaliste? Quelques éléments de réponse, parce que je ne vais évidemment pas répondre à l'intégralité du développement qui serait nécessaire pour aborder cette question-là. Moi, je pense que le premier point, c'est que c'est extrêmement compliqué de parler de façon simple de quelque chose qui est complexe. Il y a un exercice qui, par nature et par définition, extrêmement difficile. Deuxième niveau, c'est qu'on a des institutions qui se bunkerisent. Première chose, et pour moi ça joue dans ce qui se produit en retour de flamme. On devrait penser, quand on parle de protection, on ne peut pas décrire l'idée de protection sans définir ce que ça veut dire. Et définir ce que ça veut dire qu'on produit de l'imparfait au présent pour construire du futur. La protection, c'est de l'imparfait. C'est des interventions humaines de professionnels, d'institutions imparfaites dans des situations que vivent des enfants et des familles qui sont elles-mêmes imparfaites. Partons de cette idée-là. Il faut casser le mythe de la protection qui serait protectrice. Ça ne va pas de soi, c'est pas simple et c'est pas le réel. La protection, c'est l'exposition à de nouveaux risques. Première chose. Le problème, c'est que dans les institutions, comment on peut dire ça? Comment un président de conseil départemental peut défendre le fait que la mission dont il est responsable produit de l'imparfait et qu'elle ne peut pas faire autrement que produire de l'imparfait? Ça, c'est de plus en plus difficile. On est dans des logiques de communication, et cette logique de communication, elle descend sur tous les niveaux dans l'institution. Aujourd'hui, la parole du travail social qu'on voudrait voir se libérer, elle est incarcérée dans les services communication des institutions. Voyez comment un journaliste voulant rencontrer un professionnel qui fait du travail et pour qu'il décrive son travail, simplement, regardez toutes les validations qu'il faut à l'intérieur d'une institution et tout le formatage du discours qu'on va travailler avec le professionnel. C'est un premier élément. On a des logiques de management aussi et de RH qui ont tendu les rapports qui existent dans les institutions, et il y a des logiques de management par là, une forme de peur, même dans les institutions publiques, qui fait que la parole est extrêmement difficile à faire sortir. Juste un point, l'IS a très bien dit des choses qui parlent très bien de ce que vivent les professionnels. Attention à ce qu'il n'y ait pas non plus un déplacement où on demande au public de parler au nom des professionnels. Je pense qu'il ne faut pas qu'il y ait ce déplacement-là. Ça veut dire que les professionnels, en effet, doivent pouvoir prendre la parole. Mais on peut prendre la parole quand on est assez en sécurité pour pouvoir le faire, et pour être assez en sécurité, il faut être dans des institutions qui acceptent le risque de la parole de leurs professionnels. Donc forcément, quand on construit des vitrines institutionnelles dans lesquelles on a des mannequins, dans lesquelles on a les plus beaux habits, forcément, il y a des gens qui savent que dans boutique, ça ne se passe pas comme ça, et qui vont venir balancer un pavé dans la vitrine. C'est ce qui se produit par les attaques qu'il peut y avoir sur certaines situations qui sont absolument insupportables. Et ce qui est en train de se produire est intéressant, puisque finalement, c'est que ceux qui sont aujourd'hui évalués, c'est-à-dire les familles, les situations des familles, les situations des enfants qui sont accueillis, deviennent évaluateurs de leurs évaluateurs. C'est que finalement, il y a un retour de flamme, on a de plus en plus un déploiement d'un périmètre d'évaluation de ce que vivent les familles,
et ce que vivent donc du coup les enfants accueillis, et en même temps, par le biais des réseaux sociaux, par le biais d'une parole qui peut se libérer, par le biais qu'on touche de plus en plus de catégories sociales, dont certaines sont en capacité de pouvoir parler, je parle notamment des parents, qui peuvent aussi de plus en plus exprimer ce qu'ils vivent quand ils sont en contact avec les services de l'aide sociale à l'enfance, on a une apparition publique qui est très puissante. Ce qui se produit ne passe pas finalement que peu par les médias classiques. La puissance des réseaux sociaux permet aujourd'hui d'atteindre beaucoup de monde en temps réel, et avec des fois beaucoup plus d'impact que la presse quotidienne, qui, il y a quelques années encore, était dominante sur le marché de l'information. Donc on a des réseaux sociaux, mais le danger des réseaux sociaux, c'est que, et c'est une des limites, on en a parlé avec Yes hier soir, c'est que quand on met une image choc, oui, on peut espérer conquérir l'opinion publique. On peut la conquérir le temps qu'arrive une autre image choc. Et donc on va avoir quoi? Première semaine, l'image choc d'un éduc qui va au-delà d'une contention classique d'un homme qui peut-être est en crise, de la violence, une séquence qui n'est qu'un moment d'une séquence qui est peut-être plus large que ça. Et puis la semaine d'après, on aura quoi? Un parent qui filme le moment où on vient retirer son enfant à son domicile, avec ce que ça va provoquer d'émotions aussi pour le public. On va entrer dans des clashs, des bagarres, qui diront quoi? À peu près rien. Il n'en restera que des faits que c'est horrible en famille, il peut y avoir des violences terribles, c'est horrible du côté de la protection, il peut y avoir des violences terribles, et c'est ça le message qui restera. C'est-à-dire un message creux qui fera qu'on se méfiera de tout. Et comment on peut demander au public d'aller alerter les services sociaux quand on leur a montré le fait que dans les services sociaux et les foyers, l'enfant pouvait être maltraité encore plus gravement que chez lui. Vous voyez un peu le paradoxe de la situation. Comme je vois que j'arrive au bout de mon temps, là, parce qu'on a un chronomètre qui est intraitable, je veux finir sur le fait que, justement, ce qui circule, il y a des choses tout à fait intéressantes. Il y a des parents, par exemple, une association qui s'appelle Adikia, une association de parents, qui fait un travail que je trouve remarquable, de venir porter une parole critique de l'évaluation que produisent les professionnels de la protection de l'enfance, mais sur un niveau de débat qui est tout à fait intéressant. Ce n'est pas un niveau frontal de critique en traitant de salaud, en gros, pour faire simple. C'est un niveau qui vient engager un débat sur qu'est-ce que l'évaluation, quelle est la fiabilité de certaines évaluations dans le registre médical, par exemple, etc., etc. Ça, il faut se saisir de ça. Je pense que justement, ce que permet par contre l'époque actuelle, c'est de faire rencontrer des acteurs qui aujourd'hui peuvent en effet être dans des logiques qui pourraient être rapidement celles de l'affrontement. Les 4 acteurs que l'on a, c'est les enfants qui ont été accueillis et qui sont encore accueillis. On a les parents, on a les institutions, on a les professionnels. La question, c'est comment on réunit tout le monde pour penser la protection de l'enfance ensemble en respectant chacune des parties. Et ça, pour moi, c'est l'enjeu majeur. Laurent. Oui. Juste rebondir sur ce qui est dit. Ce que l'on entend, ce sont les militants. Et les militants sont ceux qui sont mobilisés contre quelque chose. Donc, mais oui, de fait, ceux qui sont actifs, c'est ceux qui ont un combat. Et quand on est sur un parcours dont on n'a pas, sur lequel ça s'est plutôt bien passé, allez, disons-le comme ça, bon, on ne va pas monter au combat pour dire ça s'est bien passé. Ça ne va pas de soi. Alors que si justement on a vécu des choses éprouvantes qui vous ont mis à mal, vous avez envie de le dire pour que ça ne se reproduise pas. Donc première chose, c'est comment on parle positivement pour renforcer l'idée qu'il y a du positif possible. Et donc laisser un horizon qui soit un peu plus dégagé à ceux qui vivent des épreuves dans lesquelles ils sont encore. Première chose. Moi, je ne suis pas d'accord avec ce qui a été dit du côté des journalistes et un non-attrait pour ce qui fait le buzz et qui serait le trash, en gros. C'est-à-dire ce qui va mal, ce qui fait souffrir, du pathos, etc. etc. Le sociologue Gérald Bronner, qui s'intéresse notamment à la circulation des informations sur les médias sociaux et dans la presse, rapporte une expérience qui a été faite par un média qui, pendant une semaine, a choisi de ne publier que des informations positives.
ils ont eu une baisse de 60% de la consultation de leur site internet. Ce qui circule très bien, c'est évidemment ce qui fait sensation, ce qui crée un premier rapport primaire à l'information, quelque chose de l'ordre d'une émotion. Une information partielle ne dit pas, et qui peut être tout à fait vraie, mais partielle, ne dit pas forcément une vérité au final. C'est bien la difficulté. Et des fois, ce qui nous paraît vraisemblable est supérieur à ce qui est vrai. Donc, vous voyez un peu la difficulté à laquelle on est confronté. Une information fausse sur Internet se diffuse 6 fois plus vite qu'une information juste. 6 fois plus vite. L'accusation qui jaillit va être relayée, partagée, likée de façon massive. Ça, c'est le réel. Donc, comment on fait face à ça? Déjà, pour moi, j'ai intégré l'idée qu'on a perdu. Première chose, on est des losers, mais soyons des losers magnifiques. Comment on peut faire? Et en effet, moi, il me semble qu'il faut impérativement parler, simplement parler. Et qu'on n'est pas là pour gagner des victoires sur l'idée qu'on va nous comprendre. On va essayer d'être compréhensible. Mais si déjà on arrive à ça, on a fait, comme disait Eliès en parlant d'une autre partie de son activité, on a fait le job. On parle de ce qu'on fait, on le décrit, on peut en dire la complexité, et surtout peut-être associer sur des temps, hors des temps de crise, des médias à ça, pouvoir relayer via des réseaux sociaux ce qui marche bien aussi dans ce qu'on fait, avec les imperfections que ça a. Et ça, il me semble que c'est vraiment un des enjeux majeurs aujourd'hui, de pouvoir parler en positif, mais c'est extrêmement difficile de le faire quand on a un secteur qui est en souffrance. Donc, vous voyez que là, j'ai mis tous les éléments du paradoxe sur la table et je dis, démerdez-vous avec. Hein. Mais je ne peux pas faire, j'ai pas de solution et personne ne l'a. Par contre, dire, il faut être aussi au combat de ce que l'on pratique, assumer ce que l'on fait, dire aussi que des fois on est imparfait. Mais si on arrive à faire ça, on a déjà fait quelque chose qui me paraît jouer sur la teneur et la perception qu'ont les gens du système de protection.